Un adolescent surdoué, injustement accusé d'un crime qu'il n'a jamais commis, transforma la salle d'audience en véritable salle de classe. Gabriel Sanchez n'a jamais vraiment correspondu au moule typique d'un adolescent ordinaire. Alors que d'autres garçons de son âge passaient leur soirée devant des jeux vidéo ou à faire défiler les réseaux sociaux, lui se trouvait ailleurs, bien loin. Il était plongé dans des manuels complexes, absorbé par des équations si redoutables qu'elles laissaient même ses professeurs perplexes. Gabriel vivait à Tucson, en Arizona, dans un quartier ouvrier calme où tout le monde se connaissait. Sa mère, Elena, enchaînait de longues gardes comme infirmière. Son père, Miguel, parcourait le pays au volant de son camion. Résultat, Gabriel passait la majeure partie de son temps seul. Mais cela lui convenait parfaitement. Il avait ses livres, ses cours en ligne, et un rêve qui brillait au fond de son cœur, devenir ingénieur aérospatial. Son esprit fonctionnait différemment. Là où les autres voyaient le chaos, lui décelait des motifs, des structures, des logiques cachées. Il décomposait des problèmes complexes comme s'il était une machine conçue pour une seule mission, résoudre. Gabriel n'était pas simplement brillant. Il était prodigieux. Le genre d'élève qu'on invitait à des conférences, que les universités les plus prestigieuses tentaient de recruter avec ferveur. À seulement 17 ans, il avait reçu des offres de bourses intégrales de Stanford et de Georgia Tech. Mais il n'avait pas encore fait son choix. Il évaluait ses options, cherchant le programme qui le défierait le plus. Il ne cherchait pas la facilité, mais la grandeur. Malgré son intelligence hors norme, Gabriel demeurait humble. Jamais il ne se vantait de ses talents. Jamais il ne cherchait à impressionner. Au contraire, il mettait ses dons au service des autres. Chaque lundi, mercredi et vendredi, après avoir terminé ses propres devoirs, il se rendait à la bibliothèque publique du quartier Anita. Là, il offrait bénévolement des séances de tutorat en calcul, physique et programmation à des étudiants parfois bien plus âgés que lui, qui l'écoutaient comme s'il était leur professeur. Ce soir-là, Gabriel venait de finir une séance particulièrement intense. Son dernier élève, Javier, un étudiant en ingénierie au bord de l'abandon, était resté 2 heures avec lui. Ensemble, ils avaient plongé dans la dynamique des fluides, et Gabriel avait vu quelque chose changer. Javier était reparti avec une étincelle dans les yeux, une détermination nouvelle. Ces moments-là rendaient Gabriel fier. Fier non seulement de son intellect, mais de ce qu'il pouvait accomplir avec. Tandis qu'il rassemblait ses affaires et sortait dans les rues à peine éclairées, il ignorait que cette nuit bouleverserait sa vie. Alors qu'il tournait au coin de la rue principale, le crissement brutal de pneus fendit le silence. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qu'il se passait. Des lumières rouges et bleues éclatèrent derrière lui. Une voiture de police surgit à toute vitesse, s'arrêtant à quelques mètres seulement. Son cœur ne s'emballa pas. Sa respiration resta stable. Pas encore. Il avait déjà vu des policiers dans le quartier. Il continua à marcher calmement, les mains dans les poches, son sac sur l'épaule. Puis une voix tranchante retentit. « Eh, toi, le gars au sweat à capuche, arrête-toi tout de suite. » Gabriel se retourna, clignant des yeux à cause des phares aveuglants. Un officier blanc sortit du véhicule, chaque geste chargé d'autorité. Son insigne brillait sous l'éclairage public. Ripley. Daily Ripley. Gabriel s'immobilisa. Son esprit parcourut déjà des dizaines de scénarios possibles. Il n'avait rien fait de mal. Sa carte d'identité était dans sa poche. Son emploi du temps se trouvait dans son sac. Il avait même des fiches de tutorat avec le nom de Javier. Il resta calme, poli. « Y a-t-il un problème, agent » demanda-t-il. Ripley ne répondit pas. Il le scruta comme on observe un suspect, pas comme un simple garçon rentrant chez lui. « Tu viens d'où » lança-t-il. « De la bibliothèque. Je donne des cours là-bas. » Ripley inclina la tête, sceptique. « À cette heure-ci ? Il est à peine 21h30. » Il s'approcha. Son collègue, un policier plus jeune que Gabriel n'avait pas remarqué jusque-là, restait silencieux à côté de la voiture. Son regard n'était pas agressif, seulement attentif. « Tu corresponds à la description d'un suspect pour un vol ce soir. » Voilà, c'était posé. Le piège. Gabriel connaissait ce jeu. Il l'avait vu se jouer chez des amis, dans son voisinage. Des descriptions vagues, des accusations sans preuve. Des policiers cherchant un coupable facile. « Je ne sais rien d'un vol » répondit-il.
Vous pouvez vérifier mon identité. J'étais à la bibliothèque. Il bougea lentement pour attraper sa poche. Ne bouge pas, hurla Ripley, sa voix résonnant dans la rue. Gabriel se figea, les mains en l'air. Son pouls battait à sa gorge. Le jeune policier bougea, mal à l'aise, mais ne dit rien. Ripley saisit sa radio. Je l'ai. Homme, latino, sweat gris, sac à dos. Je l'embarque. L'estomac de Gabriel se serra. L'embarquer. Pourquoi? Sa voix trembla à peine, mais la frustration perçait. Je viens de vous dire où j'étais. Vous pouvez appeler la bibliothèque. Il y a des caméras. Ripley l'ignora. Tourne-toi. Main derrière le dos. Gabriel recula d'un pas. Il ne résistait pas, juste abasourdi que tout cela arrive. Monsieur, je n'ai rien fait. Ripley le saisit violemment. Le geste le déséquilibra. Avant même qu'il ne puisse ajouter un mot, les menottes froides se refermèrent sur ses poignets. Serré. Inflexible. Gabriel inspira profondément. Il pouvait sentir des regards derrière les rideaux, voir la lumière d'un téléphone enregistrant depuis un porche à l'autre bout de la rue. Mais rien de tout cela ne comptait. Car peu importait son intelligence. Peu importait son innocence. Ce soir, il allait en prison. Ce que Ripley ignorait, c'est que cette arrestation ne serait pas comme les autres. Non. Le trajet vers le centre de justice du comté de Pima se fit dans un silence lourd. Gabriel, assis à l'arrière, les poignets entravés, laissait son esprit devancer ses émotions. Il savait que paniquer ne servirait à rien. Il devait réfléchir. Ripley avait dit qu'il correspondait à la description d'un suspect. C'était un mensonge. Il n'y avait aucune chance qu'ils aient un vrai suspect, s'ils l'arrêtaient sans même lui poser une seule question. Et s'ils avaient des preuves, ils les auraient déjà présentées. Alors, quel était le plan? Effectuer une arrestation facile, remplir quelques papiers fragiles, et espérer qu'il plaide coupable pour éviter un long combat judiciaire. Gabriel expira lentement. Ça n'allait pas se passer ainsi. Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat, Ripley le sortit de la voiture et le fit entrer. La pièce empestait la sueur et l'eau de javel. Les néons bourdonnaient au plafond. Un sergent derrière un bureau, les traits tirés, le regarda à peine avant de taper quelque chose sur son ordinateur. Accusation, marmonna-t-il. Résistance, lien possible avec un vol. La voix de Ripley était détachée, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Gabriel le fixa droit dans les yeux. Et pour la première fois, il le vit vraiment. Ce petit éclair dans son regard. Un éclat de satisfaction. Ripley prenait plaisir à tout ça. Le sergent soupira. Détention ou simple contrôle? Détention, pour l'instant. Gabriel fut conduit dans un couloir bordé de cellules. Quelques hommes à l'intérieur levèrent à peine les yeux. Ripley le poussa vers une porte ouverte. Des murs de béton froid. Un banc métallique vissé au sol. Pas d'horloge, aucun repère temporel. Les menottes furent enfin retirées, mais Gabriel ne bougea pas. Tu as droit à un appel, dit Ripley. Utilise-le à bon escient. Gabriel se frotta les poignets. Le sang recommençait à circuler. Puis il leva les yeux vers Ripley et fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Ce n'était ni par amusement, ni par défi. C'était parce qu'il savait quelque chose. Quelque chose que Ripley ignorait encore. Il allait être démantelé, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais d'abord, Gabriel devait passer cet appel. Il composa le numéro d'une main ferme. Sa mère répondit dès la deuxième sonnerie. Sa voix était lourde de fatigue. Elle venait de terminer un long service à l'hôpital. Maman, il faut que tu écoutes attentivement. Je suis au centre de détention du comté de Pima. Ils m'ont arrêté, mais je n'ai rien fait. Un souffle court résonna à l'autre bout. Appelle maître Hernandez. Dis-lui que j'ai besoin de lui ici dès demain matin. Hernandez n'était pas un simple avocat. C'était une bête dans une salle d'audience. Un ami de la famille, qui avait passé des décennies à défendre ceux que le système écrasait. Gabriel l'avait rencontré des années plus tôt, lors d'un événement communautaire. Ils avaient parlé pendant des heures, de droit, de logique, du pouvoir des mots. Aujourd'hui, cette conversation allait enfin porter ses fruits. Le lendemain matin,
Gabriel entra dans la salle d'audience, vêtu d'une combinaison orange, les poignets enchaînés devant lui. Sa mère était déjà assise au premier rang, le regard noir de rage et d'inquiétude. À ses côtés, vêtu d'un costume gris affûté, se tenait Hernandez. Il jeta à peine un regard à Gabriel, concentrant aussitôt toute son attention sur la table du procureur. Ripley était là, sûr de lui, feuilletant ses notes comme s'il s'agissait d'un dossier banal. Gabriel s'assit à côté de son avocat. Hernandez se pencha légèrement, parlant juste assez fort pour qu'il l'entende. « Ils pensent avoir, pas vrai ?» Gabriel hocha la tête. « Il se trompe », répondit Hernandez avec un sourire confiant. « Alors, on va démonter tout ça, pièce par pièce. » Le juge entra. Un homme blanc, âgé, au visage impassible. Il balaya la salle du regard, se racla la gorge. « Nous commençons. » Le procureur n'attendit pas, « Votre honneur, l'accusé a été arrêté pour suspicion de vol et de résistance à l'arrestation. » Il correspondait à la description fournie par un témoin sur les lieux. Hernandez s'adossa, imperturbable. Et quelle était exactement cette description? Le procureur hésita. Hernandez haussa un sourcil. Allez-y, lisez-la à voix haute. Le procureur se racla la gorge et lut dans le rapport. Le suspect est décrit comme un homme latino, à la fin de l'adolescence, portant un sweat à capuche et un sac à dos. Hernandez laissa les mots résonner dans la salle, puis tourna la tête vers le jury. Donc, ce que vous dites, c'est que cette description pourrait correspondre à la moitié des adolescents latinos de Tucson. Le procureur se tortilla sur sa chaise. Gabriel ne scia pas. Il tombait droit dans le piège. La mâchoire de Ripley se crispa, mais il gardait une mine assurée. Il ne réalisait pas encore qu'il allait être déconstruit point par point. Mais ce moment approchait. Ripley monta à la barre. Épaule droite, voix ferme. Il avait l'habitude. Il parlait comme un homme persuadé que le système était de son côté. J'ai arrêté le suspect car il correspondait à la description donnée par un témoin sur les lieux, déclara-t-il, les mains bien croisées devant lui. Hernandez se leva lentement, laissant le silence s'installer. Officier Ripley, en êtes-vous certain? Ripley ne broncha pas. Positif. Hernandez hocha la tête, prêt à suivre les procédures standards. Tout avait été enregistré correctement. Oui. Gabriel resta immobile, observant, patientant. Le véritable affrontement était sur le point de commencer. Hernandez se tourna vers le juge. Votre honneur, j'aimerais soumettre une nouvelle preuve au dossier. Le juge ajusta ses lunettes. Procédez. Hernandez saisit une télécommande et appuya sur un bouton. Une image apparut sur l'écran derrière lui. C'étaient des vidéos de surveillance de la bibliothèque publique du quartier Anita. Dans le coin, le marqueur temporel affichait 21h27. On y voyait Gabriel, à l'intérieur, penché sur un bureau, expliquant calmement quelque chose à un étudiant, exactement au moment où le vol avait eu lieu, à plusieurs kilomètres de là. Un murmure parcourut la salle d'audience. Hernandez se tourna vers Ripley. Officier, comment mon client aurait-il pu commettre un vol, alors qu'il donnait ici un cours de soutien scolaire, au même moment? Ripley cligna des yeux. Sa confiance se fissura, ne serait-ce qu'un instant. Mais Hernandez n'avait pas terminé. Parlons maintenant des images de votre caméra piéton. Il leva un dossier. Vous avez rédigé un rapport affirmant que mon client s'est opposé à son arrestation. Cela implique que votre caméra devrait en montrer la preuve, n'est-ce pas? La mâchoire de Ripley se contracta. La bouche d'Hernandez s'étira dans un sourire aussi tranchant qu'une lame. Diffusez les images. L'écran changea à nouveau. Les images de la caméra piéton défilèrent. On y voyait Gabriel, immobile, les mains levées, parlant d'un ton posé. Puis soudain, l'écran devint noir. Une interruption longue, artificielle. Ensuite, on retrouvait Gabriel déjà menotté, poussé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Hernandez se tourna vers les jurés, les laissant contempler la scène par eux-mêmes, puis revint vers Ripley. Officier, pourquoi manque-t-il un segment entier dans votre enregistrement? Ripley se raidit. Hernandez s'approcha lentement. Vous avez éteint votre caméra. Pas vrai, officier Ripley? Silence. Un silence si lourd qu'il semblait étouffer la salle. Hernandez fit un pas de plus. Parce que c'est une violation flagrante des procédures policières, n'est-ce pas? Le visage de Ripley s'assombrit,
mais il ne répondit pas. Hernandez laissa échapper un bref soupir de satisfaction. Votre honneur, la défense demande le retrait immédiat de toutes les charges. Le juge fixa l'écran, son visage impénétrable. Puis, enfin, il prit la parole. Charges abandonnées. La salle d'audience explosa. Ripley resta figé, voyant sa carrière s'effondrer sous ses yeux. Gabriel se leva, les poignets enfin libérés, et regarda Ripley droit dans les yeux. Il lui avait dit qu'il n'avait rien fait. Mais ce n'était pas encore terminé. Pas encore. Gabriel quitta le tribunal, le poids des 48 dernières heures pesant sur ses épaules. Sa mère lui saisit fermement le bras, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et de colère silencieuse. Mais Gabriel n'était pas en colère. Il calculait. Parce que tout cela n'était pas seulement à propos de lui. Les flashs crépitaient, les journalistes criaient son nom, mais Gabriel les ignora. Il avait quelque chose de plus important à faire. Hernandez marchait à ses côtés, le téléphone déjà en main. Prêt à déposer la plainte. Gabriel n'hésita pas. Oui. Parce que l'officier Ripley n'allait pas s'en tirer si facilement. La plainte fut déposée ce jour-là contre le département, arrestation illégale, faux rapport, violation des protocoles. Et c'est alors que commencèrent les véritables répercussions. Les images restantes de la caméra piéton de Ripley furent extraites pour analyse. Le segment manquant? Une coupure volontaire, un camouflage, un mensonge. À la fin de la semaine, Ripley faisait l'objet d'une enquête interne. À la fin du mois, il fut révoqué. Mais Gabriel ne célébra pas. Car ce combat n'était pas terminé. Son histoire n'était pas unique. Pour chaque Gabriel libéré, des dizaines restaient enfermés à tort. Alors il prit une décision. Son avenir restait tourné vers l'aérospatiale, mais désormais, il avait une autre mission. Il lança un fonds de bourse pour les jeunes latinos faussement accusés. Il sensibilisa le public aux arrestations arbitraires. Il parla des biais systémiques. Et, peu à peu, les gens commencèrent à l'écouter. Gabriel Sanchez avait toujours été un génie. Mais maintenant, il était devenu une force que le système n'oublierait jamais. La vie ne se résume pas à ce qui t'arrive. Elle se définit par ce que tu choisis d'en faire. Et si tu crois que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, abonne-toi. Parce que la lutte, elle, ne fait que commencer.